Je pense que pour tout comprendre, il faut qu'on reparte en juillet 2006, ou non, plutôt peut-être l'été 1970. C'est là, je pense, qu'une petite graine a été semée. J'étais né quelques années plus tôt à Lausanne. Je l'aîné d'une famille de 2 enfants. Et j'allais voir mes grands-parents tous les ans dans le sud de la France. Et mon grand-père m'emmenait visiter une des plus belles grottes de France, la Veine d'Orniac. C'est là que j'ai fait mes premiers pas sous terre. C'est là que ma passion pour la spéléo a dû voir le jour. Et cette passion ne s'est jamais arrêtée. Mon grand-père disparaît, mes incursions sous terre aussi. Je continue de grandir, partagé entre les disputes de mes parents. C'est là que je pense aussi que ce refus de l'injustice, cette volonté de protéger et de sauver, a dû voir le jour. Et cela, quel qu'en soit le prix à payer. Ce prix, je le payerai l'année de mes 17 ans, en retrouvant mes affaires devant la porte, mon père me priant de continuer ma vie un tout petit peu plus loin. Je continue mes études, je passe mes examens, je pars vivre en Californie, travailler là-bas, je rentre en France, je rencontre celle qui va devenir la mère de mes 2 enfants, Jean et Anouk. Bref, une vie heureuse, normale, partagée entre une vie professionnelle épanouissante, 2 beaux enfants et une passion dévorante pour la montagne, la spélo et les secours en milieu difficile. Je reviens, je m'investis, je passe des diplômes, je passe des stages et je prends la tête du spélosecours français. À partir de là, je dirige avec succès des opérations de secours en France, puis à l'étranger. Je suis reconnu pour mes compétences et pour mon expertise. Je pense, à partir de là, que plus aucun secours ne pourra m'échapper, que aucun secours ne sera trop difficile à faire. Je pense en fait que je suis devenu quasiment indestructible. Ma fille, Anouk, a 12 ans. Ça fait 10 ans qu'elle me suit un peu partout en France lors de mes pérégrinations spéléo. Pâques 2006, on se retrouve à Bourg-Saint-Andéol, un petit village du sud de la France, avec mon ami Michel, 85 ans, un des premiers plongeurs spéléo, qui prend un malin plaisir ce jour-là à initier mes 2 enfants à cette pratique qui lui est très chère. Ce jour-là, je fais une promesse à Anouk. Je lui dis que tant qu'elle se fera confiance, et tant qu'elle me fera confiance, rien de grave ne pourra lui arriver. Pourtant, quelques temps après, des douleurs apparaissent de plus en plus fortes au fil des semaines. Le mot cancer apparaît au mois de juillet dans le courrier d'un spécialiste. On le prend pour un fou. Pourtant, tous les autres examens qui vont arriver vont tous aller dans le même sens. Le vendredi 13 juillet 2006, nous nous retrouvons tous les 3 à Strasbourg, Anouk, sa maman et moi, devant un médecin qui nous annonce l'impensable. Cette grosse tumeur, cette grosse masse qu'elle a sur la hanche, de la taille d'un pamplemousse, est une tumeur. Bénigne ou non, il faudra 10 jours d'hospitalisation pour que le verdict tombe. C'est un cancer à un stade très avancé et ses chances de survie sont bien entamées. Je n'entends pas ce verdict. Il me faudra plusieurs jours pour réaliser la situation. Et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Les hospitalisations, les chimios, l'acceptation de protocoles pour adultes, des protocoles expérimentaux pour adultes, ces kilos qui disparaissent, un corps qui s'affaiblit, une opération très lourde prévue pour le mois de décembre. 6 mois d'impuissance, 6 mois de doute, 6 mois à regarder ma fille souffrir, passer d'une adolescente rayonnante à une espèce de killeuse adulte. 6 mois pour que je comprenne que la maladie est bien là et qu'elle est surtout beaucoup plus forte que mes promesses de super-héros de papier. Nous sommes le 9 décembre au matin. On passe à embrasser notre fille une dernière fois avant qu'elle parte pour cette longue opération, dont l'issue est assez incertaine. On lui fait un petit baiser léger, alors qu'on aurait voulu la serrer très fort dans nos bras, un baiser pour lui dire que tout allait bien se passer, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'on serait courageux comme elle. Et puis je fuis l'hôpital pour pas devenir fou, je vais errer dans cette ville qui n'a plus aucun intérêt pour moi. Je suis écorché vif et en fait j'en veux à la terre entière. Je m'assois à une terrasse, je bois un café, un mendiant passe de table en table pour chercher un peu de monnaie. C'est lui qui fait les frais de ma colère. Je lui dis « Ça va, t'es debout, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, remue-toi, fais quelque chose. »
Les gens se retournent, me regardent, je pars précipitamment et je m'aperçois qu'en fait, ma colère n'a servi à rien et qu'il faut se résigner et qu'il va falloir attendre. Cette attente durera 17 heures. Ça a été interminable. Anouk est dans un service d'onco-hémato-pédiatrique. C'est un univers à part où les parents deviennent les parents universels de tous les enfants, où les enfants ont quitté le monde de l'enfance mais ne sont pas encore tout à fait arrivés dans celui des adultes. Ce sont des enfants qui ont des mots bruts, tranchants. On leur a confié leur destin. C'est à eux seuls qu'appartient la décision d'arrêter ou non le traitement. Bref, c'est un univers très particulier. Et quand on veut en sortir, il faut franchir une porte, enlever une blouse, des surbottes, une charlotte, traverser un sas et ressortir vers le monde normal. Et un soir, dans ce sas, je découvre un homme assis par terre, la tête entre les mains, en larmes. C'est le chef de service, le médecin qui soigne tous les enfants de ce service et en qui j'ai fondé tous les espoirs de sauver ma fille. Une fille à peine plus jeune qu'Anouk venait de lui annoncer qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement et il est impuissant. Et je me dis, si lui ne peut pas sauver ma fille et moi non plus, qui va pouvoir le faire? Je venais voir Anouk en fait tous les après-midi. Je passais l'après-midi avec elle et suivant son état de santé, on passait notre après-midi à jouer, à regarder des films ou à se parler. Et c'est au milieu d'un de ces moments de complicité qu'Anouk me pose brutalement la question: que feras-tu quand je serai morte? Et là, j'avoue qu'on n'est jamais préparé, aucun parent n'est préparé à répondre à ce genre de questions de la part de son enfant. Cela fait maintenant 4 ans que notre vie entière tourne autour de celle d'Anouk. Haïti, en décembre 2010, est frappé de plein fouet par un tremblement de terre meurtrier. Alors, cette nouvelle me prend de court. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dépoussiérer ma cape de super-héros et repartir à l'autre bout du monde? Ou est-ce que je dois rester auprès de ma fille à l'hôpital? C'est Anouk en fait qui va décider pour moi, en disant qu'elle serait très fière que je parte tenter de sauver des personnes, s'il y a encore des personnes à sauver, à Haïti. En arrivant là-bas, j'étais pourtant habitué à ce genre de situation, mais la situation est vraiment une situation compliquée. 240 000 morts, des destructions massives, des répliques brutales tous les jours, une population en deuil, en larmes, et tout cela au lendemain de Noël. Le sauvetage de la petite Elisabeth, qu'on sortira des gravats à un bébé de quelques jours, sera une immense source de joie, un immense rayon de soleil pour toute l'équipe, qui va être très vite terni en fait par le nombre de victimes décédées. C'était vraiment terrible. Et un de mes derniers chantiers aura été d'aller tenter de retrouver une famille de 4 personnes prisonnières d'une maison de 2 étages qui s'était entièrement effondrée. Il a fallu se glisser à travers les dalles, passer de pièce en pièce dans ce qui restait de leur appartement. Le sapin de Noël était écrasé dans le salon et la famille était dans le couloir un peu plus loin, surprise en pleine nuit, sans avoir pu s'extraire de ce piège. Et là, la question que je me pose, c'est: qu'avaient-ils fait tous pour mériter cela? Je constate qu'une fois de plus, je ne peux pas sauver tout le monde. Et je me dis que la vie, elle est vraiment super cruelle et super injuste. Mon retour en France n'a pas été facile. Il a fallu que je me réhabitue, je reprenne pied dans une existence dont finalement je ne comprenais pas le sens. On est le matin au lendemain d'une énième lourde opération pour Anouk. Elle ouvre les yeux doucement, c'est le matin de son anniversaire. On lui offre la carte que lui a peinte sa mamie. L'équipe médicale est là au complet aussi. Il lui chante bon anniversaire. Tout le monde est très ému. Et là, d'un coup, arrive un jeune homme souriant, avec au pas décidé. Il vient directement vers nous, c'est Olivier, le kiné. Il s'adresse directement à Anouk et il lui dit bon allez Anouk, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer à faire quelques exercices, mais d'abord je vais vérifier s'il te reste un peu de souffle. Et quelques minutes après, il se retourne vers elle et lui dit un tiers de capacité pulmonaire, c'est pas mal, c'est un bon début, mais il va falloir t'accrocher. En fait, ce ton direct, cette manière de dire les choses sans ambiguïté, tout cela en fait pour Anouk et pour nous a constitué quelque chose de nouveau. Je passais toujours du temps avec Anouk et on était ennuyés parce qu'on n'osait pas parler de l'avenir.
On avait peur, on avait beaucoup de doutes aussi. Et alors on s'est inventé un stratagème. On a imaginé que la vie était un saucisson et que chaque jour on pouvait manger qu'une tranche de ce saucisson et qu'on n'en connaissait ni la longueur ni la forme. Cette technique nous a super aidés et surtout elle coupait court à toutes les hypothèses qu'on pouvait avoir. Une autre chose qui nous a aussi énormément aidés, c'est de ne pas prendre pour argent comptant l'espèce d'avenir noir que nous dressaient tous les sachants qu'on croisait. Anouk ne pourra jamais plus marcher, Anouk ne pourra plus faire de sport, Anouk ne pourra pas conduire de voiture. Et on avait décidé qu'on allait tout réessayer, tout recommencer, et que seulement en cas d'échec, on savourerait que c'est impossible. À partir de là, moi, j'ai pu reprendre la main sur plein de petites choses, des choses très importantes pour nous. Veiller sur l'intimité d'une adolescente coincée dans une coque sur le dos, refaire du badminton en changeant les règles, l'emmener à la piscine et recommencer à faire des courses, mais en nageant qu'avec les bras, acheter un van aménagé pour pouvoir aller un peu voyager en France et sortir de l'hôpital, faire transformer un vélo pour pouvoir refaire des promenades, ressentir le vent sur la figure, l'odeur de la sueur, le plaisir de faire ensemble. Mais même quand on avait fait tout cela, il nous manquait quelque chose qu'on voulait vraiment refaire ensemble, dont on avait vraiment envie, c'était de retourner sous terre. Personne n'en parlait, personne ne l'évoquait. Cela semblait totalement irréalisable, totalement incongru, totalement impossible. Mais nous, on en avait vraiment envie. Donc on est parti dans une mine de Sainte-Marie. On est monté avec une route carrossable jusqu'à l'entrée qui, elle, était vraiment exiguë, étroite, et dans laquelle il fallait ramper pour rentrer. Et ça a été franchement une après-midi inoubliable, faite dans le plus grand secret. Personne n'était au courant qu'on était là-bas. Anouk, à la seule force de ses épaules et de ses bras, a parcouru ces galeries pendant plusieurs heures, entrecoupées de quelques pauses où on buvait un thé qui nous brûlait les lèvres dans ces galeries qui étaient froides et humides. Et puis ce fut le retour, puis la sortie, qui fut comme une espèce d'allégorie au retour à la vie, à l'obstination payante, et surtout un immense plaisir d'avoir fait ensemble ce que tout le monde nous avait demandé de gommer à tout jamais. Bien sûr, après cette sortie, les allers-retours entre centre de rééducation et hôpital ne se sont pas arrêtés. Anouk passe son bac au centre de rééducation, elle l'obtient avec une mention bien. Tout le monde est très fier d'elle autour d'elle. Elle rêve d'être commissaire de police. Du coup, pour donner corps à son rêve, elle fait des études de droit, elle fait un stage à l'Institut médico-légal, elle s'entraîne pour réussir le parcours police. Et malgré tous ses efforts, le verdict de l'administration tombe. Motif, squelette non conforme. Le rêve d'Anouk s'arrête là. Aujourd'hui, elle a réussi brillamment ses études. Elle fait un travail qu'elle aime. C'est une jeune femme épanouie. Elle a un sourire et des yeux magnifiques. Elle va bien. Cette expérience m'a appris plusieurs choses. La première, c'est l'absurdité de certaines phrases que les gens s'entêtent à vouloir vous répéter. Du genre, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Une ineptie totale, pour moi, on ne sort pas plus fort de ce genre d'épreuve. On en sort plus dur à certains endroits, mais tellement plus vulnérable à d'autres. Ma vie de sauveteur m'a appris d'autres choses. Tant qu'une personne n'est pas retrouvée, vivante, on ne peut pas dire qu'elle est décédée. Une autre chose aussi, tant qu'il reste un souffle de vie, tous les espoirs sont permis. Alors, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille après ça, j'ai traversé d'autres épreuves très difficiles et très douloureuses, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, mais mon envie d'aller sauver les gens à l'autre bout du monde n'a pas diminué, mais j'ai posé ma cape de super-héros. Aujourd'hui, je sais 3 choses. Premièrement, il faut donner le maximum de soi et savoir aller au bout des choses. Deuxièmement, il est important, le soir, de s'endormir sans regret et d'être fier de sa journée. Et troisièmement, il est utile de savoir attendre et voir, en mangeant chaque jour sa tranche de saucisson, car le plus important est de faire de son mieux.